Sympo de Novo Nordisk, place de l'évaluation médico-économique dans l'accès aux innovations pharmaceutiques avec le professeur Yassine Achouri, professeur à l'université Djilali Liabès de Sidi Belabès. Chers collègues, chers amis, il m'est agréable d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de ce symposium organisé par le laboratoire Novo Nordisk pour vous parler d'évaluation médico-économique et ses applications dans l'accès aux thérapeutiques innovantes. Donc, un petit peu d'histoire. La notion d'innovation est apparue dès les années 20 avec l'isolation de l'insuline à partir d'un pancréas animal. Cette découverte a révolutionné la médecine humaine. Pourquoi? Parce qu'on a permis à des enfants d'avoir une molécule d'insuline et les enfants, surtout diabétiques de type 1, étaient condamnés à mourir dans quelques années. Ensuite, 50 ans après, en 1972, trois scientifiques, deux Allemands et un Suisse, ont découvert la technique de l'hybridome, qui a été appelée ensuite la technique de l'ADN recombinant. Cette technique a permis de produire des protéines d'origine humaine en les insérant dans le génome de bactéries ou de cellules animales. 2 ou 3 ans après, 3 scientifiques dirigés par Georges Kohler ont produit les anticorps monoclonaux, tout d'abord destinés contre un récepteur du cancer du sein et ensuite contre plusieurs récepteurs, notamment en oncologie. Ces découvertes ont modifié le paradigme de la prise en charge thérapeutique des patients. On a passé d'un paradigme lié à le traitement des maladies par des médicaments d'origine chimique vers un paradigme de traitement des pathologies par des médicaments d'origine biologique. Et ces découvertes ont tout d'abord impacté la santé au niveau populationnel. Je cite les travaux d'un scientifique américain, Lichtenberg, qui a évalué l'impact des innovations thérapeutiques sur l'espérance de vie. Et il a estimé qu'en faisant un travail de modélisation dans 52 pays, il a estimé que les innovations thérapeutiques ont amélioré l'espérance de vie de 2 ans. Le même scientifique américain estime que plus de 100% de l'augmentation des dépenses pharmaceutiques attribuables à l'innovation ont été compensés par une réduction des dépenses hospitalières, par une réduction des dépenses en milieu hospitalier. Maintenant, sur le plan spécifique, c'est-à-dire en pensant maladie, l'impact flagrant, c'était le traitement de l'insuline, plutôt du diabète de type 1 par les insulines et l'image de cet enfant qui a été sauvé au niveau de l'hôpital de Toronto par l'injection d'une insuline isolée à partir des cellules de pancréas animal. Ensuite, avec les années, l'impact des thérapeutiques est flagrant dans plusieurs aires thérapeutiques, en cancérologie, dans le traitement du rhumatisme, dans les maladies inflammatoires digestives, dans le retard de croissance, etc. Un exemple qui est parlant, c'est l'impact sur la prise en charge de l'hémophilie, où les innovations thérapeutiques ont permis d'améliorer la qualité de vie des patients en réduisant la fréquence et la gravité des complications articulaires et en améliorant la qualité de vie des patients, surtout en diminuant le nombre d'injections intraveineuses administrées. La particularité de ces innovations est tout d'abord leur structure, qui est complexe. La taille des molécules est très importante, donc une structure de plus en plus complexe, et par conséquent des mécanismes de plus en plus spécifiques. Puisque la structure est complexe, les méthodes d'approbation de ces produits et les essais cliniques de ces produits sont également différents. Donc ces médicaments doivent franchir plusieurs obstacles pour être administrés chez le patient, grâce aux essais cliniques. Ces essais cliniques sont de plusieurs phases, donc tout le monde connaît les différentes phases des essais cliniques, et arrivant à l'administration du produit innovant au patient,
et ensuite à la surveillance de ces effets par des études de phase 4. Donc, c'est vrai que les essais cliniques permettent l'accès à l'innovation, mais ils permettent aussi la formation des équipes et l'amélioration de la formation au niveau des structures de soins. Ils permettent également la progression des connaissances et l'amélioration, à travers la progression des connaissances, l'amélioration des soins prodigués aux patients. Mais ils permettent également d'avoir des données locales en faisant participer les structures hospitalières algériennes à ces essais. Donc, je reviens à l'hémophilie. Les essais cliniques ont permis une évolution rapide et très spectaculaire de la prise en charge de cette maladie, en passant d'un paradigme de traitement à la demande vers le traitement prophylactique, ensuite le traitement personnalisé, et maintenant on parle de l'objectif zéro saignement, voire la guérison de la maladie avec les thérapies cellulaires. Donc, le nombre d'essais cliniques en augmentation a obligé les scientifiques à créer ce qu'on appelle le concept de l'evidence-based medicine. C'est l'utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse des meilleures preuves scientifiques pour prendre des décisions pour la prise en charge des patients. Donc, utiliser l'evidence-based medicine, ça sous-entend d'avoir les meilleures preuves scientifiques, c'est-à-dire de privilégier les méta-analyses dans les prises de décision. Je vous donne l'exemple des méta-analyses sur l'utilisation du facteur 7 recombinant dans la prise en charge prophylactique de plusieurs chirurgies. Donc, les essais cliniques sont le gold standard de l'approbation. Toutefois, ils sont réalisés chez un petit nombre de patients, chez souvent des patients qui sont exemplaires, donc des patients qui ont une seule pathologie, ils ne sont pas polypathologiques, ils ne prennent pas beaucoup de médicaments, c'est des patients qui ont des âges médians, c'est des patients avec une seule indication concernée par les essais cliniques, alors que la majorité des médicaments sont utilisés sur plusieurs indications. Et c'est des essais qui sont réalisés dans des périodes très brèves. Par contre, dans la vraie vie, les patients sont polypathologiques, polymédiqués, avec des interactions médicamenteuses. Ils sont souvent non observants. Une particularité maghrébine, c'est l'utilisation des phytothérapies en parallèle avec la majorité des traitements. Là, c'est une figure d'un travail qui a été réalisé en Italie, qui a comparé les caractéristiques d'une population de patients atteints. Donc, il a comparé les caractéristiques d'une population sous traitement cardiovasculaire avec les patients qui sont corrigés dans des essais cliniques et qui sont concernés par les mêmes traitements, et la figure, elle met en évidence les différences entre les patients qui sont inclus dans les essais cliniques par rapport aux patients de la population générale. D'où l'intérêt, par exemple, de la Société internationale de pharmacoéconomie, qui a placé les études de vie réelle depuis maintenant 2 ans dans la priorité numéro 1 de la recherche scientifique. Donc, c'est dans ce sens qu'une étude a été réalisée. C'est un registre appelé le baromètre hémophilie, qui a été une initiative ayant pour but d'établir un registre national sur l'hémophilie et des syndromes hémorragiques rares et d'évaluer leur prise en charge. Donc, l'objectif de ce registre était d'évaluer la prise en charge de la maladie hémophilique, et il a mis, depuis maintenant plus de 3 ans, il a mis en évidence tout d'abord que la majorité des cas de l'hémophilie, c'est de l'hémophilie A, ce qui concorde avec les données internationales, mais le pourcentage de l'hémophilie sévère est assez important, de 68%. Les patients âgés de moins de 12 ans représentent 31% de la population. Une bonne partie, 32% des patients sont toujours sur dérivés plasmatiques, et 32% aussi sont sous facteurs recombinants. Donc, il a mis en évidence quand même des données qui peuvent être utilisées
par exemple, pour l'évaluation du coût de la maladie. Parce que pour réaliser les études d'un fardeau économique d'une maladie, on est dans l'obligation d'avoir des données. Ici, c'est une étude qui a évalué le coût de la prise en charge de l'hémophilie sévère en Europe et qui a mis en évidence que le coût annuel moyen de l'hémophilie sévère était de 200 000 € par patient. Ce qui a amené Enrard et collaborateurs à dire que l'hémophilie est une maladie rare, chère, mais avec beaucoup de challenges. Avec beaucoup de challenges parce qu'il y a des enjeux. Un médicament classique, il est concerné par l'autorisation de mise sur le marché. Par contre, un médicament innovant, donc par conséquent, il est coûteux, il est concerné par plusieurs d'autres étapes. Un médicament innovant doit avoir l'autorisation de mise sur le marché, il doit être remboursé, il doit avoir un prix permettant sa soutenabilité financière pour le système de santé, il doit avoir un accès égal à toute la population. Pour cela, plusieurs pays ont adopté chacun en fonction de la réalité de leur système de santé des moyens pour évaluer ces médicaments. Par exemple, en Allemagne, les médicaments ont un prix libre fixé par l'industriel pendant une année. Ensuite, on évalue le bénéfice incrémental de ce médicament par des études cliniques. En Angleterre, au Royaume-Uni, on évalue les médicaments par des études médico-économiques, donc de type cost effectiveness, avec un calcul de paramètres qui est l'ICER, qui est exprimé en livres par QALY, et ils ont fixé un seuil de 30 000 livres par QALY pour accepter des médicaments. Bien sûr, ce seuil est variable de 70 à jusqu'à 70 000 livres par QALY pour des maladies, par exemple pour des patients qui sont en fin de vie ou bien pour les maladies rares. En France, ils ont adopté également un autre système avec l'évaluation du service médical rendu et de l'amélioration du service médical rendu avec des études d'impact budgétaire pour évaluer la soutenabilité financière de ces médicaments. Donc, les questions qui se posent sur donc, le processus de prise de décision. La stratégie de santé est-elle acceptable sur le plan médical? Là, on l'évalue par des essais cliniques. La stratégie de santé apporte-t-elle quelque chose sur le plan médical par rapport aux solutions existantes? Là, on évalue par des évaluations comparatives et on a des outils, plein de guidelines qui ont été publiés avec des grilles et des checklists pour nous permettre d'évaluer les différentes études cliniques qui nous disent est-ce que c'est un médicament qui peut donner une amélioration pour les patients ou pas. Maintenant, deux questions pertinentes se posent aussi lorsqu'il s'agit d'innovation. C'est tout d'abord, la stratégie de santé mérite-t-elle d'être financée au regard de son coût? Là, on est dans le domaine de la mesure de l'efficience. Et le coût de l'intervention est-il supportable par notre système de santé? Là, on est dans le domaine des études d'impact budgétaire. Donc, deux obstacles s'imposent pour les innovations thérapeutiques, deux obstacles supplémentaires. Le premier, c'est l'obstacle de l'efficience, et le deuxième, c'est l'obstacle de la soutenabilité qui est mesuré par les analyses d'impact budgétaire. Donc, l'évaluation médico-économique a pour objectif d'évaluer, d'analyser l'efficience. L'efficience, c'est quoi? C'est le rapport entre le coût engagé et les bénéfices attendus ou observés par une stratégie thérapeutique. Par contre, les études d'impact budgétaire ont un but de déterminer ou d'évaluer ou d'analyser la soutenabilité des dépenses liées à une nouvelle thérapeutique dans le système de santé. Donc, l'objectif principal des économistes de santé, c'est de trouver le moyen le plus adéquat pour allouer les ressources plus efficacement. Donc, on n'évalue pas seulement le coût, on n'évalue pas seulement l'efficacité, mais on doit avoir un compromis entre coût et efficacité. Donc, les évaluations médico-économiques sont tout d'abord, le plus souvent, dans la majorité des cas, prospectives, parce qu'ils évaluent les effets du traitement ainsi que les coûts engendrés par ces médicaments d'une façon prospective par des données de vie réelle. Et ils sont obligatoirement comparatifs. On doit comparer les effets et le coût de notre stratégie thérapeutique nouvelle par rapport
à une stratégie qui existe déjà. Donc l'efficience ne prend pas en considération seulement le prix de médicaments. Donc delta C, c'est la différence de coût entre la stratégie A et la stratégie B. On ne prend pas seulement le coût du traitement, mais on prend également le coût des complications qui sont liées au traitement et le coût des complications et le circuit du patient. Et delta E là, c'est la différence d'efficacité qui est mesurée par des indicateurs. C'est des indicateurs d'ordre économique parfois. Le nombre d'hospitalisations évitées, la productivité de l'employé. C'est des évaluations d'ordre clinique, par exemple la guérison d'une maladie, la réduction de ses symptômes, la diminution de l'incidence des morbidités, la mortalité. Mais également, et c'est souvent utilisé actuellement dans les études médico-économiques, c'est la mesure des effets sociétaux tels que la qualité de vie par un paramètre qui est appelé le QALY. La satisfaction des patients est souvent utilisée également par des questionnaires validés ou bien l'habilité d'accomplir des activités pour certaines maladies. Les coûts maintenant, les coûts ils sont soit des coûts directs, donc des coûts directs médicaux tels que le coût de l'hospitalisation, des soins médicaux, le coût des examens complémentaires, les coûts liés à la réduction qui sont facilement évaluables parce qu'on a les moyens au niveau hospitalier ou bien en ambulatoire pour les mesurer. Il y a également les coûts de la prévention, de la réduction, les coûts du rendement des équipements qui sont un petit peu plus difficilement évaluables. Mais également, on doit évaluer les coûts indirects, qui sont les coûts non médicaux, tels que le coût du transport, le coût des aides à domicile, etc. Maintenant, à côté des coûts directs, il y a les coûts indirects. C'est les coûts liés à l'arrêt du travail, à la perte d'activité, et généralement, c'est des coûts qui sont difficilement calculables. Et il y a les coûts intangibles qu'on ne peut pas calculer, on ne peut pas avoir une valeur quantifiable lorsqu'il s'agit du coût humain, de la psychologie du malade, de son entourage, etc. Maintenant, à côté des études médico-économiques, les études d'impact budgétaire s'imposent pour mesurer l'impact de l'introduction d'une thérapeutique innovante sur le marché. L'impact budgétaire, c'est quoi? C'est la différence du coût total de la prise en charge après l'introduction d'un médicament au marché, donc sa différence avec le coût total de la prise en charge avant sa mise sur le marché. Donc, c'est des études qui nécessitent des données épidémiologiques et une maîtrise de la méthodologie des études épidémiologiques parce qu'il s'agit de définir avant l'introduction du médicament la population totale concernée, la population cible, les ressources, donc la population qui a été concernée par l'utilisation des ressources ou bien des thérapeutiques, et enfin pour aboutir à un coût de la maladie avant l'introduction de ce traitement. Ensuite, on évalue la même chose, c'est-à-dire la population cible, la population qui a utilisé réellement le traitement, mais après l'introduction de la thérapeutique innovante pour avoir un nouveau coût. Donc la différence, c'est l'impact budgétaire de notre innovation thérapeutique. Et c'est des études qui peuvent donc aider les décideurs à avoir une donnée sur est-ce que le pays peut payer cette innovation ou pas. Maintenant, on parle de médico-économie et d'évaluation médico-économique pour le but d'accéder à un meilleur traitement. Et l'Algérie a adopté depuis son indépendance les principes de l'OMS d'accès aux thérapeutiques. Donc la santé, c'est un droit universel et un outil de développement. Les populations qui sont en bonne santé, c'est les populations les plus développées. Et ça apparaît dans l'ensemble des lois sanitaires qui ont été publiées. La dernière, dans la loi de 2018, où l'article 3 précise que les objectifs en matière de santé consistent à assurer la protection de la santé des citoyens à travers l'égal accès aux soins, la garantie de la continuité du service public de santé et de la sécurité sanitaire. Et c'est dans ce sens que l'Algérie a fait beaucoup de progrès. Notre système de santé, c'est un système de santé qui constitue un compromis entre le système de santé bismarckien et le système de santé beveridgien. On est en équilibre entre les deux systèmes de santé. En ambulatoire, il y a
les pratiques, c'est des pratiques majoritairement du modèle bismarckien. À l'hôpital, on est un système de santé qui est majoritairement beveridgien, et c'est la particularité de notre système de santé. Pour trouver des solutions d'accès, donc on doit prendre en considération les caractéristiques de ces deux systèmes. Et depuis l'indépendance, plusieurs efforts ont été réalisés dans ce sens pour garantir l'accès au traitement à notre population. À travers les années 60 et 70, la gratuité des soins, la réforme de l'enseignement médical pour augmenter le nombre de médecins, de pharmaciens, de dentistes et de personnel paramédical, la création des secteurs sanitaires à une certaine période pour permettre à la population d'accéder rapidement à des soins médicaux. Ensuite, les années 2000 avec la carte Chifa, le prix de référence, les conventions avec les pharmacies d'officine. Donc, c'est des efforts qui ont été réalisés et qui doivent continuer. Plusieurs pistes existent. Donc, le financement de notre système de santé, il est fait par l'État, notamment lorsqu'il s'agit du milieu hospitalier, par la sécurité sociale et par les ménages. On assiste depuis quelques années à une augmentation de la participation des ménages, mais qui peut être résolue par les autres sources de financement qui commencent à participer, à aider, telles que les assurances, les mutuelles, les œuvres sociales, etc. Et également, il y a 3 ans, une loi sanitaire, donc l'une des lois des finances a parlé des contrats de partage de risques qui sont de deux types, les contrats financiers et les contrats objectifs de performance. Ces contrats de partage de risques, pour les élaborer et les utiliser, des études de vraie vie sont nécessaires, donc on doit avoir le cadre pour réaliser des études avec une méthodologie rigoureuse. Donc je conclus avec 2 citations. Donc tout d'abord, c'est une citation qui est assez stimulante. Il est toujours trop tôt pour évaluer jusqu'à ce que soudainement il soit trop tard. C'est une citation qui est reprise souvent par des pharmacoéconomistes pour dire qu'il est temps de commencer à évaluer, notamment lorsqu'il s'agit de thérapeutiques coûteuses. La deuxième citation, c'est la citation d'Archibald Cochrane. Cochrane, c'est le père de la recherche clinique, c'est le père de l'évaluation clinique des médicaments, mais malgré ça, il parle de l'évaluation médico-économique et il précise que les conséquences médico-économiques de la décision sont désormais à prendre impérativement en compte. Les études cliniques nous permettent d'accéder au traitement. C'est des études qui sont réalisées d'une façon rigoureuse. C'est le gold standard de l'approbation. Mais les études de vie réelle deviennent de plus en plus importantes parce que les thérapeutiques sont très chères et on doit les évaluer. Voilà, je vous remercie.